BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Et dans ce Club de la Bourse, nous sommes avec Gilles Ménard de la Française AM et Stéphane Cadieux du Crédit Mutuel Arkea. Messieurs, depuis 2 jours, les marchés actions parisiens en particulier se cherchent, on peut le dire. Il n'y a pas de décrochage énorme, mais après un début de semaine qui a été favorable suite à la victoire du mouvement En Marche à l'Assemblée, comme attendu. On se disait il va y avoir un deuxième effet Macron. On va voir ce que va donner le gouvernement qui va être annoncé, on va dire, dans à peu près 1 heure, et ce sera à suivre en direct sur BFM Business, bien entendu. Et puis 2 jours après, de nouveau, on s'inquiète pour le pétrole, on s'inquiète de toute une série de choses. Aujourd'hui, il y a eu une bonne nouvelle. Alors vous allez me dire, c'est peut-être le début d'une solution, c'est cet accord pour les banques Venet, 2 banques Venet qui vont être rachetées par Intesa Sanpaolo pour 1 euro symbolique. Gilles Ménard, ces marchés vous inspirent quoi? On a l'impression qu'ils sont dans une torpeur et il n'y a pas grand-chose qui les réveille. Oui, on est un peu dans une situation léthargique depuis, on va dire, 6 semaines à peu près. On est coiffé à la hausse en fait sur la plupart des indices, que ce soit les indices européens, mais aussi américains et japonais. Voilà, on est dans une situation où on a digéré effectivement ce risque politique qui s'est dissipé à peu près partout. Il reste encore. On peut dire qu'il est complètement évacué ou... Il n'est pas complètement évacué, mais enfin on a quand même éloigné un certain nombre de risques. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On a digéré aussi les publications du premier trimestre. Là on va rentrer dans la saison pour le second trimestre aux États-Unis. Voilà, donc il manque. Enfin aujourd'hui il nous faut un petit peu plus. Je pense que les investisseurs ont besoin d'un petit peu plus d'éléments. Les banques centrales sont aussi derrière nous. On a eu toute la salle de banque centrale la semaine dernière. Donc on va être un petit peu libéré de tout ça pendant l'été. Donc je pense que le marché a besoin aussi un petit peu de carburant supplémentaire, sachant que tous les indices ont connu des progressions depuis le début de l'année qui sont somme toute pratiquement à 2 chiffres, pas très très loin sur la plupart des indices. Donc besoin un petit peu de digérer tout ça et d'attendre, je dirais, un peu plus de carburant pour poursuivre le mouvement. Stéphane Cadieux, ces marchés, vous les trouvez quoi, un petit peu trop confiants ou un petit peu fébriles? C'est selon. Comment est-ce que vous voyez les choses? Non, de la confiance, moi je trouve que oui, enfin, il y en a pas mal. Et d'autant plus que les marchés, globalement, sur pas mal de classes d'actifs, que ce soit les actions, les obligations, le crédit, on considère que les valorisations sont déjà assez riches, c'est pleines, et donc elles ne laissent pas beaucoup de place à de mauvaises surprises. Or, on voit que depuis 2 mois, justement, il y a un indicateur que l'on suit beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'indicateur de bonne surprise économique. Et ce que l'on voit, c'est qu'aux États-Unis, cet indice-là, l'indice de bonne surprise économique, il s'est littéralement effondré. Alors ça ne veut pas dire qu'on a des mauvaises nouvelles en absolu, mais beaucoup de publications sont juste en deçà des attentes. Et ça génère quand même des interrogations sur ce que sera la croissance des États-Unis dans les prochains mois. Et je crois que cette phase un petit peu de stabilisation, après un très beau premier trimestre en termes de performance, notamment sur le marché américain, aujourd'hui, pour aller plus haut, je crois qu'il faudra avoir un peu plus de visibilité. Et aujourd'hui, clairement, on en manque. Donc les niveaux actuels de Wall Street ne sont pas justifiés ou sont difficilement justifiables? En tout cas, je ne dis pas ça. Je dis qu'en tout cas, au niveau actuel, les mauvaises surprises risquent d'être sanctionnées sévèrement. Donc prendre des paris pour aller acheter sur ces niveaux-là, c'est loin d'être évident. Donc vous nous direz ce que vous ferez. Les mauvaises surprises, aussi bien en termes de statistiques qu'en termes de résultats. On a la saison des résultats en Europe, c'est le mois prochain, je crois. Risque d'être dans ce contexte sanctionné plus sévèrement? Alors pour le coup... Certains gérants de fonds parlent de risques asymétriques. Oui, on ne s'attend pas forcément à de mauvaises nouvelles, en tout cas de ce qu'on a vu au premier trimestre, et quand on voit un petit peu les... Des sociétés qui ne délivrent pas et qui sont habituées à... Il y aura certainement du risque spécifique. À surprendre agréablement. Ouais. C'est possible, effectivement, qu'on ait un peu de risque spécifique, mais au global, on part quand même... Ça fait à peu près 6 ans qu'on n'avait pas eu une vérification des attentes des analystes sur les publications des sociétés européennes. Donc là, ça a été le cas pour le premier trimestre, pour ce qui a été publié. Et on ne s'attend pas, a priori, compte tenu de l'environnement macroéconomique qui n'a pas fondamentalement changé dans l'intervalle, avec une croissance mondiale qui se maintient
on va dire autour de 3+. Donc il n'y a pas de rupture. Alors effectivement, il y a un peu de spécifique qui vient se greffer de temps en temps. Le pétrole a été un de ces éléments spécifiques cette semaine, comme vous le mentionniez. Voilà. A priori, pour l'instant, on reste sur une phase, enfin une année 2017 qui devrait être de très bonne facture sur les actions européennes. Les actions américaines, on s'attend pas à des catastrophes non plus, mais c'est vrai qu'effectivement les niveaux de marge aujourd'hui sont relativement élevés. Donc ça laisse peu de place, comme le disait Stéphane. Effectivement, il va falloir quand même que ça continue de délivrer avec tout au moins le maintien des marges sur les niveaux élevés. Donc ça laisse effectivement de la place à un peu de bruit, de volatilité sur quelques déceptions, c'est possible. Des déceptions qui pourraient être un petit peu le déclencheur d'une correction. Surtout si on peut revenir un instant sur les profits des entreprises, notamment américaines, ce que l'on voit, c'est que ça fait quand même près de 2 ans qu'on a des marges des entreprises américaines qui baissent. Alors ça ne se voit pas dans les résultats par action, puisqu'on a une autre mécanique qui s'est enclenchée depuis 2 ans, qui est le releveraging, le réendettement des entreprises, qui se sont réendettées significativement. On voit qu'on atteint sur le S&P 500 un niveau une dette nette rapportée à l'EBITDA qui est de 1,5 fois, ce qui est, on va dire, un triple top sur les 20 dernières années. Qui plus est, ce réendettement ne s'est pas accompagné d'une relance des investissements d'entreprise, mais plus souvent par des rachats d'actions. Donc on a compensé la baisse des marges par un mécanisme purement financier pour faire croître les bénéfices par action et permettre de faire monter les bourses. Aujourd'hui, là aussi, ce mécanisme de réendettement, on ne va pas pouvoir monter jusqu'au ciel. Et donc, s'il s'arrête, on se pose la question de d'où va venir le relais de croissance des bénéfices par action des entreprises américaines. Donc, d'où, encore une fois, notre plutôt circonspection, à court terme en tout cas. On va regarder avec vigilance effectivement les publications qui auront lieu début juillet aux États-Unis pour voir quels seront les discours des managers sur le second semestre. Parce que très clairement, aujourd'hui, on le voit, on a quand même des révisions à la baisse quand même du taux de croissance US pour 2017. Et ça devrait se concrétiser, avoir un impact aussi sur un certain nombre de secteurs domestiques américains. Donc vous verriez bien une petite correction, on ne sait pas trop ce qui peut se passer dans les semaines qui viennent, puisque justement c'est très calme, c'est une période traditionnellement calme, mais l'été pourrait connaître cet été. Oui, alors la correction elle peut être liée à, oui effectivement, elle peut être liée au résultat, elle peut être liée à d'autres choses. Il y a un autre Vu match, le contexte actuel, il y a un autre match que les marchés vont regarder, c'est le match entre la Fed, les dots, ce qu'on appelle les dots, les anticipations de hausse de taux des membres de la Fed, et puis les anticipations de hausse de taux par les marchés. On a vu qu'un des facteurs... On voit qu'il y a un décalage, Alors, et on le voit déjà. Et c'est ce qui va probablement aussi guider les marchés. En 2016, les marchés ont gagné. En 2016, les marchés n'y voient pas très clair. Non, mais en 2016, rappelez-vous, en début d'année, la Fed, de la même façon que pour 2017, disait on fera 3 hausses de taux. Les marchés disaient non, il n'y en aura qu'une. Au fur et à mesure de l'année, la Fed est revenue sur ses anticipations et on a fini avec une hausse de taux. Et ce qui a permis au marché... Celle de la fin de l'année, décembre. Celle de décembre. Et on est reparti dans le même contexte pour 2017, ou pour 2018, pardon, où la Fed nous dit 2018, je ferai 3 hausses de taux. Et aujourd'hui, les marchés nous disent il y en aura peut-être une. Et je pense que dans les prochains mois, au fur et à mesure où on aura peut-être davantage de visibilité, si jamais les marchés se rendent compte qu'il y aura plus de hausses de taux que ce qu'ils anticipent, ça sera négatif pour les marchés actions. Et à l'inverse, si ce sont les dots qui reviennent converger vers les anticipations de marché, ça sera plutôt favorable. Surtout qu'on aura les sujets de bilan, de réduction de bilan aussi qui vont venir jouer sur le second semestre. Gilles, vous êtes de cet avis sur oui, ce qui est sûr, c'est politique monétaire de la Fed. On est bien en face sur le fait que il y a un hiatus aujourd'hui entre effectivement les anticipations des banques centrales et puis le momentum que les investisseurs attendent. Donc voilà. effectivement, le marché ne croit pas les banques centrales. Il a du mal aujourd'hui. Effectivement, il s'appuie aussi sur des chiffres qui, pour l'instant, ne militent pas non plus pour le fait de tendre aujourd'hui vers un objectif d'inflation à 2%. Aujourd'hui, on s'est un petit peu mis à mal. En tout cas, ça a été un petit peu mis à mal par les derniers chiffres publiés. Donc après, il y a aussi un tempo qui n'est pas le même. Je pense que le tempo des banques centrales n'est pas forcément le même que celui des investisseurs qui ont souvent tendance à vouloir avoir, je dirais, une visibilité de court terme ou de moyen terme assez forte. Donc voilà, il y a aussi ce petit hiatus temporel qui peut parfois jouer. Donc il y aura certainement un moment donné où tout ça se recorrélera. Ça peut donner là aussi effectivement lieu à un petit peu de volatilité, c'est probable. Le pétrole, on continuera de le regarder de très près tout au long de l'été.
À mon Stéphane avis, de très très près. Parce qu'on voit que le baril commence à chuter depuis quelques semaines. Bon, là, on remonte avec des stocks américains voilà, aujourd'hui, qui baissent beaucoup plus que prévu. Le pétrole a beaucoup baissé, comme à chaque veille de publication des stocks dorénavant. Aujourd'hui, il y a une baisse des stocks un peu plus forte qu'attendue. Ça permet de rebondir. Mais globalement, on est dans un marché où on a d'un côté l'OPEP qui effectivement a annoncé depuis quelques mois ses réductions de production, mais en face, on a les États-Unis. Et puis maintenant, on parle de la Libye et du Nigeria qui sont dans l'OPEP mais qui sont exclus des accords de réduction de production et qui font plus que compenser la réduction faite par l'OPEP. Ce qu'on avait donné comme explication de la chute d'avant-hier, la Libye qui produit comme jamais en 4 ans. Oui, mais c'est pas que la Libye. Moi, sincèrement, le fait principal, on en parle depuis près de plus d'un an, voire 2 ans sur ce plateau, c'est quand même la production américaine de schiste qui accélère. Je lisais une étude là, récemment sur le bassin de Permian aux États-Unis, qui est le plus grand bassin américain, qui représente à lui tout seul 50% des réserves américaines. C'est le Nord Dakota, là Dakota, oui. Midland. Quand on dit, et ça représente même ce champ-là, à lui seul représente 80% des réserves de l'Arabie Saoudite. Donc on est quand même sur un champ qui va produire d'ici la fin de l'année 2,9 millions de barils jour. Sur une production mondiale de 93, 94, j'ai plus le chiffre précisément, et qui va arriver à 4,7 millions de barils jour fin 2020. Donc ça va quand même très très vite. Et là, c'est pas parce qu'on fort qu'on extrait. Alors, on peut faire des trous, mais ce qui est très intéressant, les puits ne sont pas tous en exploitation. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a 2 fois moins de puits de forage aujourd'hui qu'avant l'effondrement du prix du baril, et pour autant on produit plus. C'est lié notamment aux champs qui ont une configuration complètement différente de ce qu'on avait auparavant et qui permettent cette productivité et ce qui permet d'abaisser ces coûts de production. Je citais le bassin de Permian, aujourd'hui il y a des prix de revient à $30 le baril. Donc ça veut dire que même à 43 aujourd'hui, ces bassins-là continuent de produire, d'investir. Et ce qui me fait peur, c'est que depuis le début de l'année, on recommence à avoir des phénomènes, j'ai envie de dire, qui me dérangent, c'est-à-dire des entreprises dans le secteur qui commencent à investir plus, quand je dis plus, c'est 20 à 25% plus, que ce qu'elles ne génèrent de cash flow. Donc on voit bien qu'on est en train de reconstituer une bulle du crédit dans le secteur de l'énergie. Et là aussi, en fonction de l'évolution des conditions financières, on parlait de la Fed de tout à l'heure, on voit bien que ça peut avoir un impact assez vigoureux. Et en tout cas, si ces gens-là réinvestissent trop, on va de nouveau avoir de la surproduction et donc ça ne va pas résorber. Donc, vous dites que ça va continuer de baisser, les cours vont continuer de baisser. En tout cas, je ne vois pas, dans la mesure où, comme je disais, la réduction de l'OPEP est compensée par d'autres facteurs de production et que les stocks globalement sont en abondance, il n'y a pas d'éléments qui permettent de justifier une remontée du baril à court terme. Il paraît qu'il baisse en Asie les stocks au Japon en particulier, qui est quand même la troisième économie mondiale. Gilles, votre vision du marché du pétrole? Oui, alors pour le coup très très proche, effectivement, on sent vraiment les investisseurs là qui sont à cran en voyant que les efforts de l'OPEP qui ont été salués à plusieurs reprises avec un rebond du baril significatif ne donnent pas finalement de résultats, et on le voit donc dans les stocks effectivement qui sont quand même assez pléthoriques. Là, le marché s'attendait aussi avec le début de la driving season aux États-Unis à ce que tout ça se normalise un peu. On a un petit peu de mal à voir les effets concrets sur les stocks. Donc je pense que voilà, on a atteint des niveaux quand même qui sont aujourd'hui. Voilà, on a retracé quand même une bonne partie du mouvement. On est revenu, je crois, sur des niveaux de novembre 2016. On a effacé tout le je dirais l'acquis de performance, enfin en tout cas de rebond du prix du baril lié donc à ces efforts des producteurs pour juguler l'offre et faire en sorte qu'il y ait une adéquation offre-demande qui s'améliore. Voilà, on sent que là les marchés sont un petit peu nerveux. Voilà. Au demeurant, la croissance mondiale, comme on le disait tout à l'heure, reste sur des niveaux qui sont voilà aujourd'hui assez cohérents. On voit pas. En tout cas, chez nous, on ne voit pas un effondrement du prix du baril, mais on voit pas, on en avait parlé, je crois d'ailleurs, lors de la dernière rencontre, on ne voit pas un baril remonter très rapidement sur des niveaux de $60. Ça nous semble aujourd'hui. Il y a des projections à $60. Il y a des projections. Vous dites que, vous allez dire souvent les analystes. Oui. C'est vrai, mais aujourd'hui, on est plutôt dans un range. On sent bien que le range 45-55, ça reste, c'est un range dans lequel on peut rester un long moment, en tout cas, dont on aura du mal à s'extraire. Très rapidement, Stéphane, parce que j'aimerais qu'on parle des banques vénettes. Allez-y. Oui, non, juste un élément. Il faut quand même être vigilant, parce que là, on sort le WTI, donc le baril américain de pétrole, on est à 43
$43, il y a quand même des niveaux à surveiller. Hein. C'est-à-dire que si jamais on venait à franchir le seuil de $40, ça pourrait de nouveau avoir là aussi un impact sur la croissance américaine. Hein. N'oublions pas que du coup l'économie américaine est redevenue une économie sensible à l'énergie. Et donc si on avait un prix du baril qui passait en dessous de 40, là aussi ça pourrait impacter les anticipations de croissance sur le second semestre et 2018. Autre sujet d'actualité, les banques Venet, c'est tombé il y a moins d'une heure et c'est ce qui a permis d'ailleurs aux marchés européens de relativiser la baisse. Cet accord sur la reprise de 2 banques Venet par Intesa Sanpaolo pour €1 symbolique. Alors ça fait penser au sauvetage de Banco Popular en Espagne pour €1 symbolique là aussi par Santander. Est-ce qu'on est sur le point de résoudre le problème des banques italiennes ou est-ce que ça n'est que le début, Stéphane ? Alors, 2 choses. Effectivement, la première, c'est que ces 2 banques, là, Veneto Banca et BP Vicenza, sont 2 banques. Alors, si j'ai bien lu la dépêche, pour l'instant, Intesa se dit intéressée par une partie des actifs. Donc, on n'est pas sains. Alors, voilà, c'est-à-dire que non, mais c'est important puisqu'ils émettent des conditions, c'est qu'ils ne reprendraient pas les créances douteuses ni les prêts à risque. Ils ne rachèteraient pas les obligations subordonnées, qui est le cœur du problème en Italie, puisque je rappelle qu'il y a une réforme en Europe du système bancaire qui permet de sauver les banques en faisant, entre guillemets, payer les créanciers. C'est ce qu'on a vu en Espagne. En Italie, on ne pouvait pas le faire pour une simple raison, c'est que les banques subordonnées, les banques les ont fait acheter par leurs clients. Et comme on ne veut pas que ça impacte le client final, on s'est dit la mesure de bail-in des banques, de sauvetage des banques par les créanciers, on ne va pas l'appliquer, on va trouver une autre solution. Donc, sauf que si Intesa nous dit, moi, dans mes conditions, je ne rachète pas les obligations subordonnées, qui va les payer ? Donc, racheter pour €1 symbolique, c'est bien. Sincèrement, la probabilité de faisabilité du deal dans ces conditions-là, j'y mets une probabilité très faible. Gilles, ça ne change pas grand-chose à l'affaire ? Quoi qu'il en soit, c'est effectivement pas ça ne résout pas l'intégralité de la problématique des banques européennes. C'est du spécifique. On est vraiment sur un spécifique. Donc effectivement, ça apporte une bouffée d'oxygène au marché. Le marché apprécie ce genre de nouvelles. Ça va dans la bonne direction. Néanmoins, comme le disait Stéphane, c'est pas fait. Et puis voilà, ça ne résout pas la problématique, je dirais, plus structurelle du secteur bancaire européen, qui est liée vraiment à cette problématique de pente de la courbe des taux de transformation, qui fait qu'aujourd'hui, tant qu'on n'a pas effectivement des rendements obligataires qui se tendent un petit peu, on va avoir du mal effectivement à amplifier. Enfin, en tout cas, on a fait une superbe performance sur les banques européennes. Je crois que depuis le point bas, on a repris à peu près 80%. Voilà, on a du mal. Là aussi, on est un petit peu coiffé à la hausse sur les niveaux qu'on a connus il y a une dizaine de jours. Il va falloir peut-être plus que ça pour continuer ce mouvement. Et je pense que ça passera aussi par un environnement plus global et notamment sur la partie obligataire. Parce que les rendements obligataires. Les créances douteuses des banques italiennes, ça représente un montant énorme quand même. Alors, j'ai pas le chiffre précisément en tête, mais oui, elles sont comme ça. De toute façon, c'est le problème majeur, le talon d'Achille des banques italiennes, qui avaient à l'origine un système de comptabilisation qui était très différent typiquement de ce qu'on a en France. Donc ils le reconnaissaient beaucoup plus tardivement et lorsque vous aviez des délais de paiement beaucoup plus longs que ce qu'on a en France. Et c'est pour ça que pendant très longtemps on les a sous-estimés et depuis qu'ils ont dû appliquer les mêmes normes de comptabilisation que nous, c'est là qu'on a vu une inflation très forte dans les bilans de ces prêts douteux. Très bien. Donc, mais il faut comme dire, c'est une bonne nouvelle. Rapidement. Comme je dis, je pense que les conditions émises aujourd'hui par Intesa me semblent quand même très drastiques, et notamment celles qui concernent les obligations subordonnées. Pour autant, il faudra trouver une solution, et là on est dans une négociation probablement qui est entamée entre Intesa d'un côté et les autorités italiennes de l'autre. Donc c'est un début de négociation. À mon avis, 17h28, on se rapproche du fixing et de la clôture à la Bourse de Paris. On se rapproche aussi de l'annonce du nouveau gouvernement d'Édouard Philippe, après le départ de Richard Ferrand, François Bayrou, d'autres membres du MoDem. Ce sera en principe dans une demi-heure. En tout cas, ce sera à suivre en direct sur BFM Business. François Bayrou qui vient de faire une conférence de presse et qui doit la poursuivre d'ailleurs et qui indique qu'il avait proposé sa démission à Emmanuel Macron il y a 15 jours, 3 semaines déjà. Je choisis la liberté de parole et je veux protéger le gouvernement. On en parlera peut-être aussi de ce gouvernement qui va repartir sur de nouvelles bases, parce qu'on sait que les marchés
table beaucoup sur les réformes qui sont promises par le président Macron. Donc 17h28, on fait une pause et on se retrouve avec nos invités de ce Club de la Bourse, Gilles Ménard et Stéphane Cadieux, pour analyser la clôture à la Bourse de Paris. À tout de suite. 17h, bientôt 31 minutes, il est grand temps de faire le point sur le fixing à la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui, à quelques minutes de la clôture officielle, perd 0,38%, 5273. On en parle tout de suite avec Xavier Robert. Xavier Robert, responsable trading arbitrage chez Odo BHF. Bonjour Xavier. Bonjour. On est sur le point de terminer un petit peu mieux quand même que ce matin. On perdait plus de 1% tout de même. Bon, il y a eu quelques petits éléments de respiration avec les banques vénètes, avec les stocks de pétrole. Ouais, voilà, même si les stocks de pétrole finalement n'ont pas un impact aussi important que ça sur le cours de baril, qui reste assez bas. Bon, au niveau des banques, il y a effectivement un petit sursaut en fin de journée. C'était vraiment les commentaires de KBC qui ont en particulier gêné le secteur bancaire aujourd'hui. Dans l'ensemble, après les belles journées qu'on a connues ces derniers jours, voilà, il y a un petit peu, on va dire, de prise. Il y a un petit peu de prise de bénéf, donc on est dans une situation un petit peu plus calme, et les volumes ont beaucoup baissé quand même. On est à 2,6 milliards pour l'instant avant le fixing. On va terminer légèrement au-dessus des 3 milliards. C'est plutôt une séance de transition par rapport aux remontées qu'on a connues ces derniers temps, avec un marché qui reste pendu aux nouvelles qui peuvent être liées au M&A, ou bien évidemment donc un des triggers importants du marché en ce moment, comme vous le mentionnez, le cours du baril qui reste vraiment assez bas pour l'instant. Les valeurs qui pèsent le plus sur la tendance: Sodexo, Essilor, AXA, celles qui lui permettent de résister: Arcelor, Renault, Peugeot. D'autres valeurs dont vous aimeriez parler aujourd'hui qui font l'objet d'une actualité particulière? On mentionne régulièrement qu'avec Emmanuel Macron à la tête de l'État français, la thématique M&A, en plus d'une croissance de manière générale sur le marché, sur la France qui se porte bien, et également des taux qui restent assez bas, donc un environnement toujours porteur pour les fusions-acquisitions. Donc en plus avec un gouvernement et un président un petit peu plus ouvert sur ce sujet-là, on évoque beaucoup de sujets potentiels, et notamment donc Vinci ADP fait partie des opérations qui sont mentionnées régulièrement. Ça devrait d'abord passer par une loi de privatisation auprès du Parlement français, mais c'est pas quelque chose qui paraîtrait complètement impossible. Et là ce soir, donc voilà, il y a des rumeurs qui tombent sur les différents systèmes d'information, comme quoi Vinci explorerait un bid sur ADP, que la France regarderait le sujet. Donc ça fait partie des choses qui ne nous surprennent pas particulièrement, mais typiquement la thématique M&A va rester une thématique importante, ou alors même la baisse de participation de l'État français dans certaines valeurs. On pense à Renault, on pense à Orange par exemple. Ça va rester une thématique importante pour les mois à venir. Les fusions-acquisitions, effectivement, il y a pas mal d'opérations, alors pas des grosses OPA, enfin en tout cas pour ce qui concerne le marché parisien, mais Gilles Ménard, c'est quand même un des thèmes qui anime le marché. Ça reste un thème, je dirais, un peu structurel. C'est vrai qu'on a eu un début d'année qui est relativement correct sur le sujet. Après, je pense que la thématique, elle va probablement prendre un petit peu de dynamique au fur et à mesure où on va avoir une visibilité qui va s'accroître sur cette zone européenne qui a fait l'objet de beaucoup de craintes depuis un certain nombre d'années, au fur et à mesure où, de la même manière d'ailleurs qu'on a vu les flux des investisseurs qui se sont un peu éloignés de la zone européenne, on peut imaginer que avec une impression un petit peu plus bienveillante à l'égard de la zone, on voit des investisseurs à la fois du M&A, au travers de sociétés du même pays, mais également de transfrontalières, des choses qui se passent. À partir du moment où voilà, on a une certaine sérénité sur la trajectoire de l'économie, ça laisse un peu de place. Stéphane, sur ce point. Non, ce qui est très étonnant dans la rumeur que je viens d'entendre entre Vinci et ADP, et globalement sur le fait qu'on voit ces dernières semaines beaucoup d'opérations effectivement arriver sur le M&A en France, c'est qu'on est à l'aube. On nous promet pas mal de réformes significatives en France, notamment dans le domaine du droit du travail, et donc avec un impact potentiel sur l'emploi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour une entreprise, ou dans le cas du deal qu'on vient de citer, Vinci ADP, si c'était le cas, faire ce genre d'opération avant la mise en place de réformes, donc, forcément on ne presse absolument aucun impact, on ne peut pas puisque ça n'a pas été voté, mais si jamais effectivement ces réformes ont lieu, ça peut être des opérations
très profitable pour les acquéreurs. Donc ça peut expliquer qu'on ait effectivement sur la France spécifiquement un peu plus d'engouement actuellement dans le domaine des M&A. Alors il est 17h35, on devrait avoir vraiment dans les secondes qui viennent la clôture finale à la Bourse de Paris. Avant d'avoir les véritables chiffres, là on s'oriente vers une baisse de 0,3-0,4%. On peut faire un petit détour rapide par New York avec Sabrina, où on a toujours une divergence entre le Dow Jones en baisse et le Nasdaq qui reste quand même à flot. Oui Vincent, c'est toujours très hésitant avec un Dow Jones et un S&P 500 à la traîne. Le Nasdaq prend 0,5%, une séance marquée par le pétrole. On continue de garder un œil bien sûr sur les prix du pétrole avec un marché qui est entré hier en bear market. On essaie de reprendre quelques couleurs aujourd'hui, mais c'est très compliqué. Quelques résultats d'entreprise, FedEx, Adobe, Red Hat font mieux que prévu en attendant les trimestriels d'Oracle ce soir. Et puis AMD dans le secteur des semi-conducteurs qui se distingue avec une très belle hausse suite à la présentation de la nouvelle génération de ces puces qui sont utilisées dans les serveurs, dans les centres de données. Voilà donc pour l'essentiel, le Dow Jones moins 0,2%, Vincent, le Nasdaq en hausse de 0,5%. Merci Sabrina, on vous retrouve dans 20 minutes pour un nouveau point. Ça y est, on a la clôture définitive. Moins 0,37% pour le CAC 40 aujourd'hui, 5274. Les plus fortes baisses, Sodexo, moins 1,62%. Sodexo, simplement dû au fait que HSBC initie la couverture du titre, mais a allégé, ce qui fait pression sur le titre. On a pas mal de défensives en baisse. On voit Essilor aussi, qui perd 1,21%. AXA, alors ça, moins 0,93%. Ça fait partie de ce lot de financières qui souffrent peut-être de l'impact de l'avertissement du Britannique Provident Financial, qui chute quand même de 15%. On voit que BNP Paribas perd 0,66%, également Société Générale 0,8%. Ça, c'est pour les baisses principales. Et puis du côté des hausses, on a ArcelorMittal qui gagne 2% véritablement d'un jour sur l'autre. Arcelor, plus forte baisse ou plus forte hausse? C'est vraiment au gré des ressources de base. Quand les métaux rebondissent, Arcelor était la plus forte hausse du CAC, et quand les métaux repartent à la baisse, c'est la plus forte baisse. En tout cas, c'est un jour avec ArcelorMittal, plus de 0,7%. Et puis l'automobile aussi a pas mal aider, on va dire, le CAC 40 à limiter la baisse, puisque Renault gagne 1,52%, Peugeot 0,9% et Valeo 0,73%. Xavier Robert, quand on regarde les chiffres finaux, là, on voit clairement, c'est peut-être pas si clair que ça, mais que les valeurs financières sont en grande partie responsables de la baisse quand même. Oui, aujourd'hui, c'était clairement les valeurs financières qui ont eu un impact important sur le marché. Donc en fin de journée, quand même un petit peu moins. C'est un secteur qui perd à peine 11 points de base aujourd'hui en Europe. Donc on est plutôt surperformeur quand on regarde le marché. Au final, on peut vraiment parler journée finalement de transition sur les financières. Je vous le mentionnais. Donc il y a évidemment l'histoire de Intesa Sanpaolo par rapport aux banques vénétiennes qui était plutôt positive. Mais dans l'ensemble, il y avait eu deux mauvaises nouvelles. La première, c'était un profit warning au UK d'une société qui s'appelle Provident, mais qui était véritablement quelque chose de très spécifique. Pas de dégradation d'environnement, pas de dégradation de qualité de crédit, pas quelque chose qui a de quoi faire peur au secteur de manière générale. On dit plutôt compagnie spécifique. Mais par contre, effectivement, du côté de KBC, il y avait un petit peu plus de mauvaises nouvelles. Ils avaient augmenté, on va dire, leur target de CET1 auprès du marché de 2%, ce qui était plutôt pas mal. Mais ils ont été assez peu clair en ce qui concerne donc le retour de cash aux investisseurs dans l'ensemble, et c'est vrai que c'est assez le cas de manière générale sur les financières. À partir du moment où on a un environnement, on l'a encore vu avec le comité de Bâle qui a pas réussi à trouver une proposition suffisamment intéressante pour les banques ces derniers jours, tant qu'on n'a pas, on va dire, un environnement réglementaire clarifié, il est difficile pour les banques également de pouvoir avoir une politique de retour de cash auprès de leurs actionnaires également clarifiée. Donc il y a une certaine incertitude à ce niveau-là et qui n'aide pas forcément les financières après qu'elles aient correctement performé depuis quelques temps. Parfait, Xavier Robert, merci beaucoup pour cette analyse. Merci d'avoir été en direct avec nous. On vous libère, responsable trading arbitrage chez Oddo BHF. Stéphane Cadieux, vous aviez un petit commentaire sur les financières? Oui, sur les financières, sans remettre en cause les explications qui viennent d'être citées, même si Provident est quand même un tout petit acteur, donc je ne pense pas que ce soit cet acteur qui a un impact aussi fort sur le secteur européen. Je pense qu'une autre explication de la baisse des financières aujourd'hui fait suite à la baisse du baril ces derniers jours, qui génère une pression à la baisse sur les anticipations d'inflation. Et c'est cette baisse d'anticipation d'inflation qui a une répercussion donc sur
les taux d'intérêt Oui. et donc sur le secteur bancaire. Voilà, D'accord. juste pour compléter. Même si l'inflation dont tiennent compte les banques centrales, c'est l'inflation core. Oui, mais le marché dans Hors énergie, non ? l'anticipation, Ouais. le marché Ouais. dans l'anticipation et la corrélation du secteur bancaire Ouais, ouais. avec les anticipations d'inflation est forte. Donc là aujourd'hui, depuis quelques jours, notamment hier avec la baisse du baril, ça exerce une pression supplémentaire et on retrouve aujourd'hui un secteur bancaire un peu plus à la peine. Bon, pour autant, dans les portefeuilles, il faut en avoir des bancaires ou alors faut faire très attention du fait de ce flou justement autour de l'inflation, de ce que vont faire les banques centrales. Bon. L'inflation à court terme, je pense qu'on ne voit pas d'accélération de l'autre côté d'inflation. Et j'ai envie de dire, avec le prix du baril qui est plutôt même orienté à la baisse, et même si Et côté que vous voyez salaire... durablement à la baisse. Et que nous, on va effectivement Ouais. baisser en tout cas dans les prochains mois. Donc nous, on ne voit pas du tout de tension sur l'inflation malgré les salaires aux États-Unis. Donc de ce fait-là, les taux risquent de rester bas. Donc c'est pas forcément un secteur, comme le disait Gilles tout à l'heure, c'est un secteur qui a déjà bien performé. Et il faudrait, j'ai envie de dire, davantage de pontification de la courbe des taux pour que ça redonne du levier en termes de performance boursière à ce secteur. Or, ce que l'on voit depuis 2-3 mois, c'est qu'on a à l'inverse plutôt un aplatissement de la courbe des taux, et ce qui n'est pas très favorable au secteur. Pourtant, c'est un secteur qui est régulièrement cité par les gérants de fonds. Qu'en pensez-vous, Gilles ? C'est un secteur à fort bêta, donc c'est vrai qu'il a tendance à amplifier un peu les mouvements de marché, comme on avait quand même plutôt une vision assez optimiste, je dirais, en début d'année sur les actions européennes, au regard des perspectives de croissance, d'activité, de confiance des agents économiques et des perspectives bénéficiaires des entreprises. C'est vrai que c'est un secteur qui permet aussi de jouer avec une espèce d'amplification cette thématique action européenne. Donc c'est pour ça qu'effectivement en avoir, il y a du sens à certains moments. En tout cas, il y a eu des périodes durant l'année où il était intéressant de se positionner sur le secteur. Mais comme le disait Stéphane, il y a une corrélation extrêmement forte et on le voit bien à l'intérieur d'une journée. C'est très sensible de regarder l'évolution des taux d'intérêt des obligations gouvernementales. Vous regardez le 10 ans allemand et vous regardez l'évolution du secteur bancaire au travers d'un tracker ou d'un indice, et vous voyez qu'il y a une corrélation qui est assez nette. Donc il y a deux manières de le jouer. Vous pouvez jouer effectivement ce pari, ce play, soit au travers du secteur bancaire, soit au travers des positions sur les taux d'intérêt. Aujourd'hui, nous, à la Française, on a quand même une conviction, même si on sent bien que la trajectoire va être lente et certainement très très progressive, on a quand même une propension à penser que les taux, on devrait avoir peut-être une petite normalisation sur les taux obligataires, sur les rendements obligataires, pardon. Donc effectivement, c'est un secteur qu'on essaie de jouer, mais voilà, on le joue de manière assez tactique, c'est-à-dire que on sent bien que là, comme on le disait sur les niveaux de ces 10 derniers jours, c'était un petit peu coiffé, c'était clairement pas le moment de renforcer la position, voire plutôt de l'alléger. Alors c'est facile à posteriori, mais en tout cas, on sent voilà que c'est des marchés qui vont, enfin c'est un secteur qu'il va falloir piloter. C'est pas un secteur sur lequel la route est toute tracée pour l'ensemble de l'année 2017. On va avoir des heurts certainement au fur et à mesure où les chiffres d'inflation vont tomber, avec ou pas des déceptions. Il est probable effectivement qu'on aura des allers-retours à faire sur ce type de secteur. Il n'y a pas de raison que les résultats qui vont être publiés le mois prochain soient mauvais pour le secteur. C'est pas ce qu'on anticipe, en tout cas, c'est pas ce que le consensus des analystes anticipe aujourd'hui, donc ça fait pas partie des... Et du fait de leur valorisation qui est quand même assez modeste, on a un rendement qui est intéressant. Alors, il y a un aspect rendement. Après, clairement des valeurs de rendement. L'aspect valorisation, il faut pas le regarder, je dirais, en historique, parce qu'on sait bien que l'activité bancaire a changé. Enfin, on n'est plus dans le même contexte que ce qu'on était effectivement avant la crise. Donc aujourd'hui, on peut pas regarder juste à l'aune de l'aspect valorisation en disant c'est pas cher, donc il faut en avoir. Il y a effectivement un contexte qui est différent. On sait qu'on retrouvera probablement pas les niveaux de valorisation qu'on a connus préalablement, en tout cas pas à très court terme. Donc il faut le regarder effectivement sous un angle plus, je dirais, sur l'aspect pas performance, mais résultat d'entreprise à venir, sur lequel on n'est pas très très inquiet. Et puis après, voilà, il y a cette pontification et cette normalisation des rendements obligataires sur lequel on a une visibilité qui est aujourd'hui un peu limitée, qui va prendre du temps. Donc d'où le fait de pas avoir des positions trop excessives sur le secteur, mais c'est un secteur qui mérite d'être travaillé, d'autant, comme je vous le disais, qu'il a un bêta, enfin il accentue bien l'évolution des indices actions européennes, par exemple, et donc c'est intéressant de l'utiliser à ce titre-là. Très bien. 17h45 tout juste. Messieurs, je vous propose de faire une pause et de nous retrouver pour la dernière partie de ce club de la Bourse. Donc avec nos deux invités du club de la Bourse, Stéphane Cadieux, Crédit Mutuel Arkea, et Gilles Ménard de la Française AM. À tout de suite.
BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Et dans ce club de la bourse, nous sommes avec Gilles Ménard, la Française AM, et Stéphane Cadieux, Crédit Mutuel Arkea. Stéphane, une bonne nouvelle pour les marchés, dont on n'a pas encore parlé jusqu'à maintenant, mais qui a animé favorablement les marchés asiatiques ce matin, c'est la perspective d'une inclusion des actions dites A de Chine continentale dans l'indice MSCI émergent à partir de 2018, semble-t-il. Mais en quoi c'est quelque chose de très attendu, ça? Alors déjà, effectivement, ça fait quand même 2 ans qu'on l'attendait. Donc c'est effectivement, c'était un peu l'arlésienne. À chaque fois, on attendait l'annonce que ça allait être fait. On attendait toujours une bonne excuse pour ne pas le faire. Donc cette fois-ci, ça y est, c'est annoncé. On a donc 222 sociétés chinoises, donc de grande capitalisation, qui intégreront cet indice MSCI émergent. Alors pour l'instant, on va démarrer le poids acheter pour répliquer les indices. C'est ça l'intérêt en fait, c'est que pour le moment, ces 222 sociétés chinoises, leur poids ne sera dans l'indice que de 0,73, je crois. Ah oui. Donc on démarre tout doucement. Mais il y a vocation à faire progresser le poids de ces valeurs dans l'indice. Et en termes de flux, effectivement, parce que c'est de ça qu'il s'agit, on estime, je crois qu'il y a une étude qui est sortie par HSBC ce matin, qui estime sur les 10 prochaines années à 500 milliards les flux qui bénéficieront aux actions chinoises du fait de l'inclusion dans ces indices MSCI. Donc voilà, c'est un pas de plus vers l'ouverture des marchés de capitaux chinois aux étrangers. C'est plutôt, on peut considérer que c'est une bonne nouvelle globalement pour on va dire, la planète financière. Les étrangers ne pouvaient pas acheter directement ces actions. C'était compliqué. Il fallait acheter leur équivalent. Il fallait avoir une licence, entre guillemets, pour pouvoir acheter des actions locales A, ou sinon vous pouviez acheter librement des actions cotées à Hong Kong. Mais elles ne cotaient pas le même prix. C'est-à-dire qu'une même société cotée à la fois à Hong Kong et en Chine pouvait avoir des prix et des valorisations très différentes. Donc on peut considérer que c'est aussi un bon point de départ, ce qui permettra peut-être à terme aussi la convergence des valorisations entre les actions A et les actions H. Gilles, vous êtes responsable du pôle flexible dans les fonds flexibles où on met un petit peu toutes sortes d'actifs. Les valeurs chinoises, on en a en ce moment Alors on a c'est bien évidemment, ça dépend des portefeuilles, mais on a plutôt eu tendance à jouer la partie, je dirais, émergente, enfin ce prisme émergent au travers de l'obligataire pour jouer le portage. C'est vrai que le début d'année a été l'année 2017 a été une nouvelle fois une année où la recherche de rendement, de portage a été très très importante, et donc on a plutôt eu tendance à le jouer au travers des obligations émises par le prisme émergent. Donc voilà, on a forcément au travers de certaines allocations un petit peu d'actions chinoises, mais c'est pas un pari qu'on a joué spécifiquement en disant on va intégrer dans nos allocations des actions chinoises. Alors bon, c'est en soi pas une mauvaise nouvelle, au contraire, on va effectivement, on va permettre l'ouverture à de nouvelles sociétés. Il y a plus de diversification possible. Et puis ça permet aussi je pense de valider la transparence aussi des sociétés chinoises au travers de cette intégration qui va se faire, mais qui va effectivement prendre du temps. Donc voilà. Pas spécifiquement d'actions chinoises, de la dette émergente. Qu'est-ce qu'on aimait bien? Alors si on parle d'allocation pour l'année 2017, on a plutôt eu tendance tout au long de l'exercice à considérer que la zone européenne était à privilégier. Donc on a continué de jouer cette thématique action européenne. Beaucoup de portages, comme je disais, au travers de crédits, au travers d'obligations gouvernementales émergentes, également au travers d'obligations subordonnées, qui nous permettaient également de jouer la thématique bancaire financière au travers de cette classe d'actifs. Voilà, et puis en diversification, un petit peu de Japon, parce que c'est aussi une zone qu'on aime bien. La croissance est finalement rapportée, parce que on regarde souvent la croissance du Japon, je dirais en brut, mais on regarde pas ça rapporté au nombre d'habitants. Et compte tenu de la démographie du pays, c'est vrai que c'est un pays qui finalement, en termes de PIB, de croissance du PIB par habitant, finalement est pas si mauvais que ça. Donc on aime bien. Il y a eu une dynamique aussi croissance bénéficiaire qui est tout à fait favorable. Donc voilà, c'était des thèmes, ce sont des thèmes d'ailleurs qu'on a toujours en portefeuille aujourd'hui. C'est une constante, le Japon, les gérants de fonds. Les gérants de fonds nous en parlent, voilà, le micro revient. Les gérants de fonds nous en parlent déjà depuis le début de l'année 2016, mais c'est encore
plus de début 2017, mais c'est encore plus d'actualité aujourd'hui, même si le yen ne fait plus grand-chose face Oui, mais on a dollar. vu finalement qu'il y avait une petite décorrélation qui se produisait justement. C'est vrai que pendant très longtemps, il y a eu cette corrélation très forte entre l'évolution de la devise et l'évolution du marché. Et sur l'exercice 2017, c'est pas si vrai que ça. Donc on a effectivement eu des périodes où le marché a réussi à se décorréler de tout ça. Voilà, il y a une dynamique fondamentale derrière qui est quand même de qualité, qui permet aussi de tenir. Et puis en termes de diversification, ça permet aussi de s'extraire un peu de ces marchés américains qui ont quand même connu un parcours de performance exceptionnel, justifié certainement, mais le Japon exceptionnel. prend la place dans les portefeuilles. En tout cas, ça permet quand on est moins à l'aise à détenir des actions américaines aujourd'hui, parce qu'on se dit c'est peut-être un petit peu cher, c'est peut-être un petit peu à risque, le Japon est un compromis intéressant. Avec un Nikkei à 20 000 points, un petit peu je plus, crois. Voilà. Un peu au-dessus. La grande thématique à suivre ces prochains mois, ce sera quoi, Stéphane? Alors pour moi, ce sera la nouvelle thématique, c'est suite aux propos, on va dire au dernier FOMC, donc de la Fédérale Réserve. C'est ce qu'on va, à mon avis, appeler le quantitative tightening. C'est-à-dire qu'on a vécu pendant, maintenant presque, ça fait 10 ans que tout le monde a parlé du fameux quantitative easing, c'est-à-dire qu'une politique accommodante et quantifiée, c'est-à-dire que la Fed nous disait je vais acheter tant de milliards d'obligations, je vais mettre tant de milliards de liquidités dans le système pour fluidifier ce système. Et bien aujourd'hui, elle nous annonce qu'il faut, on arrive au terme de cette période-là. On vient de subir depuis 4 ans une période, on va dire, de bilan qui s'est stabilisé, enfin moins de 4 ans, 2 ans et demi de bilan stabilisé. Maintenant, la Fed nous dit, il va falloir que je commence à réduire cette taille du bilan qui a atteint 4 500 milliards. Et donc, au fur et à mesure où elle va avoir des obligations dans son portefeuille qui vont arriver à échéance, elle nous a annoncé la semaine dernière qu'à partir de la fin de l'année, alors on n'a pas la date précise de départ, mais qu'elle va commencer à ne plus renouveler l'intégralité. Et quand je dis quantitative, c'est parce qu'elle a effectivement, si on prend l'exemple des obligations souveraines américaines, des obligations d'État, elle nous dit, on va commencer par 6 milliards par mois de non-renouvellement. Et au bout de 3 mois, on augmentera encore de 6 milliards, jusqu'à atteindre 30 milliards de non-renouvellement. Quand on fait le calcul, on a un programme devant nous, alors qui va démarrer, comme je le disais, entre septembre ou mars 2018, on ne sait pas exactement quand, c'est encore le facteur d'incertitude, mais quand on fait les calculs, on se dit qu'on en a pour 4 ans. 4 ans pour arriver à un bilan qui, de 4 500 milliards, va revenir vers 2200 milliards, à peu près 2500 milliards. Donc voilà, à mon avis, ça va être la grande thématique de voir quelle va être la réaction des marchés. On sait que c'est grâce au quantitative easing que les marchés actions ont bénéficié de toutes ces liquidités et de ces flux et qui ont permis de faire monter, que ce soit les actions, faire monter les classes d'actifs aussi de taux d'intérêt et autres. Quel va être l'impact de cette politique plus restrictive? Ça, pour moi, c'est la grande inconnue. Et d'ailleurs, je pense que la Fed va continuer à travailler sa communication pour essayer de faire en sorte que les marchés ne prennent pas peur. Et c'est aussi en septembre que la BCE va commencer à communiquer aussi sur la réduction de ses programmes d'achat d'actifs. Le problème, c'est que la BCE, je crois, à sa réunion très tôt, en début septembre, le 5 ou le 7 septembre de mémoire, ça me semble un petit peu tôt pour l'évoquer. Peut-être, je dirais plutôt début octobre. D'accord. Et Gilles, très rapidement, vous voyez ce calendrier-là du côté BCE? Alors oui, sur la BCE, effectivement, je pense que ça sera probablement un petit peu plus tard. Par contre, j'ajouterais juste qu'il y a aussi sans doute une inconnue qui va peut-être un petit peu animer les marchés durant l'été, c'est le quid du programme de Trump. Enfin voilà, on a beaucoup payé quand même sur toutes ces annonces et sur le fait que ce programme allait permettre justement, ça fait 8 ans qu'on est en cycle d'expansion aux États-Unis, ça permet de continuer de poursuivre l'expansion de ce cycle. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup délivré sur cette partie-là, donc il va falloir avoir un petit peu d'informations pour corroborer les promesses. La transition est toute trouvée pour rejoindre Sabrina depuis le Nasdaq à New York. Sabrina, on redit un petit peu les pertes, me semble-t-il, sur le Dow Jones. Allez, on passe de 0,2, d'un repli de 0,2 à un repli de 0,1%. Si on regarde la configuration, Vincent, de l'indice Dow Jones, c'est Caterpillar qui pèse sur l'indice, moins 1,6%. Intel également, en repli de 1,5%. Verizon, ou encore les valeurs pétrolières, Chevron et Exxon qui sont en repli. Une séance donc de repli pour l'indice Dow Jones, 21 453 points pour le moment. Le S&P 500 reprend quelques couleurs. On est désormais inchangé.
2437 points. Le Nasdaq affiche une hausse de 0,5%. On garde un œil donc toujours sur ces prix du pétrole avec une petite progression pour le moment sur le baril de brut à New York. Quelques résultats d'entreprise qui sont dans l'ensemble très positifs. On a eu FedEx qui a publié des chiffres supérieurs aux attentes, Adobe ou encore Red Hat, Linux avec des chiffres supérieurs aux attentes et des titres qui réagissent positivement. On aura ce soir les trimestriels d'Oracle et AMD également très bien orientés ce matin après la présentation d'une nouvelle génération de puces pour les serveurs qui sont utilisés dans les centres de données et ce qui pèse donc sur le titre Intel. Voilà donc pour cette séance partagée, beaucoup d'hésitations sur le S&P 500, encore le Dow Jones. Quant au Nasdaq, eh bien, on se distingue avec une hausse de 0,5%. Et beaucoup, Sabrina Cogliozzi, en direct du Nasdaq Market Site tout au long de cette soirée sur BFM Business. Merci à nos invités de ce club de la bourse, Gilles Ménard, la Française AM, et donc Stéphane Cadieux, Crédit Mutuel Arkea. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle le CAC 40 ce soir, deuxième séance de baisse consécutive, moins 0,37%, 5274. Intégral Bourse revient dès demain, 15h30. Dans un instant, vous retrouvez 18h, l'heure H présenté par Guillaume Paul avec à la une l'attente très attendue, ou plutôt l'annonce très attendue de la composition du nouveau gouvernement d'Édouard Philippe après le départ notamment de François Bayrou et d'autres membres du MoDem. Voilà, excellente soirée à toutes et à tous et à demain. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.